Bien sûr, Marc Gentilini, c'est d'abord le professeur Marc Gentilini, qui a été le patron de la Pitié-Salpêtrière, qui a créé de toutes pièces le plus gros service de maladies infectieuses et tropicales de France. Et c'est vrai que tu as été de beaucoup de combats. Tu as mené des grands combats, et bien sûr, au premier lieu, le combat contre le sida. Et tout à l'heure, tu me disais que tu as eu 2000 patients jeunes qui sont décédés dans ton service de cette maladie indéterminée, et puis progressivement que l'on a su étiqueter, qui sont morts du sida ou de ce qu'on appelait à l'époque la pneumocystose, et qui se caractérisait par une maladie pulmonaire liée au déficit immunitaire. Et c'est dans ton service que tu me racontais tout à l'heure qu'a été ce ganglion infecté qui a permis de découvrir le virus du sida. Je crois que c'était en 83. En 83. Alors, ensuite, il y a beaucoup d'autres combats, et bien sûr, ce combat que tu as eu pour la condition sanitaire dans les prisons, avec ce fameux rapport, le rapport Gentilini sur la santé en prison, je crois qu'il était en 97 ou 94, qui a été un rapport qui a été extrêmement important, qui a appuyé sur toutes le désastre de la condition sanitaire en prison. Entre autres, tu as été président de la Croix-Rouge. Et excusez-moi du peu, mais quand tu me disais tout à l'heure, c'est 60 000 bénévoles et 17 000 salariés. Et on imagine ce que c'est que d'animer, de faire bouger une structure comme ça. Ça demande une énergie. Et je crois que tu as été président de 1997 à 2004. Et tu as été également président de l'Académie de médecine en 2008. Et ce soir, tu vas nous parler de la santé dans le monde, des anciens et des nouveaux fléaux. Et il y a quelques semaines, j'ai eu l'honneur que tu m'offres cette Bible que tu as sur le bureau, de ce livre. On n'ose même pas imaginer le travail que ça représente. Bien sûr, tu as beaucoup de collaborateurs, mais j'imagine le travail de synthèse absolument inimaginable que ça demande. C'est un ouvrage de référence. C'est un peu la Bible dans ce domaine que tu as animé toutes ces années. Bien sûr, tu as eu la chaire de parasitologie, mais ensuite tu as eu la chaire de santé publique. Et c'était, je crois, dans les années 96-98. Et donc c'est également dans ce parcours. Et à travers Opals, tu as créé les premiers centres de traitement ambulatoire du sida en Afrique. Je crois d'abord au Congo, puis à Pointe-Noire, Sénégal, et ensuite tu as focalisé donc toute cette action au sein de toute l'Afrique. Et Marc, je n'ai fait qu'un court résumé de tout ce que tu es, de tout ce que tu as fait, et vraiment je te remercie d'être là ce soir. Merci. Merci beaucoup. Heureusement que, comme tu le dis, tu as été bref, parce que sinon on serait occupé tout le temps de la conférence. Ça m'aurait soulagé, détendu. Écoutez, ce titre que vous m'avez imposé ou proposé est ridicule. La santé dans le monde, rien que ça. Si j'avais dit la santé au pavillon Le Riche, j'aurais pu encore maîtriser la question. Au 4e étage, ça aurait été déjà peut-être un peu plus compliqué, mais la santé dans le monde, et j'ajoute ancien fléau et nouveau fléau. Et donc hier,
aujourd'hui et pourquoi pas demain. C'est un petit peu ce qu'on pourrait dire sur ce titre. Moi, je pense qu'il faut d'abord, quand on parle de santé globale, ce que je voudrais que vous reteniez ce soir, c'est une vue synthétique. C'est pas fait mon propos pour les grands spécialistes. On m'a dit qu'il faut parler pour tout le monde, donc je vais parler pour tout le monde. Je ne vais pas vous faire un cours de parasitologie ou un cours sur le paludisme. Du reste, vous n'avez qu'à acheter ce soir Le Monde et vous voyez que l'affaire est réglée, puisque des milliards de dollars contre le paludisme. C'est dans le monde, donc c'est vrai. Et ça va être immédiat, et on ne va pas savoir comment gérer cette manne d'un seul coup qui passe de quelques 350 millions de crédits à plusieurs milliards de crédits. Où va-t-on trouver les chercheurs? Comment va-t-on les sélectionner? Comment va-t-on surveiller la distribution de l'argent? Est-ce qu'on va faire comme l'Agence française de développement le fait maintenant, donner l'argent qui est prélevé sur vos impôts, tout à fait normalement, qui n'atteint pas encore les 0,7% du produit intérieur brut qu'on a promis à nos amis africains? On est à 0,4 à peine, quand on ne triche pas. Eh bien, comment va-t-on faire pour avoir un contrôle de l'argent distribué? L'AFD donne l'argent directement, non plus aux associations, aux fondations, très peu. Elle donne l'argent directement aux ministres. Or, la pratique que j'ai des ministères de tous bords, c'est qu'il y a un prélèvement obligatoire systématique au passage, parfois utile, parfois légitime aussi, mais qu'il y a aussi beaucoup de prélèvements chemin faisant et que, vous le savez, à peu près 30% de l'argent promis arrive vraiment à l'objectif. Donc il faut le savoir et il faut en tenir compte et dire que c'est comme ça et qu'on ne peut pas faire autrement ou alors on ne fait rien du tout. La santé dans le monde. Si vous voulez, si vous prétendez vous intéresser, la première image, j'ai un appareil qui me permet d'être indépendant. Si vous voulez vous intéresser à la santé dans le monde, il faut déjà vous intéresser à la population du monde. Je sais bien que vous savez tout là-dessus, mais j'ai préféré quand même vous le rappeler en quelques images et vous montrer que l'évolution du nombre des hommes depuis 2000 ans, c'est celui-là. Et les pointillés, c'est provisoire. Ça va encore monter, puisqu'on prévoit que pour 2100, il y aura 11 milliards d'habitants sur la Terre. Et que ceux qui ont une vue saine de la faim dans le monde affirment qu'en dépit de cette surpopulation apparente, on pourra quand même, si on est raisonnable, nourrir tout le monde. Alors je passe rapidement pour vous montrer l'évolution du taux de croissance de la population mondiale depuis 1700 et quelques, et vous voyez que c'est autour des années 70 que la courbe commence à s'inverser et à décroître, et qu'on devrait obtenir, d'abord par la politique de l'enfant unique de Chine, et par d'autres politiques, on devrait obtenir une réduction de l'ascension exponentielle de cette démographie. On continue, je passe sur celle-ci qui est un peu compliquée, mais qui montre l'équilibre transition, natalité, mortalité au milieu, vous le voyez, avec l'excédent des naissances sur les décès, et l'équilibre ancien et l'équilibre nouveau. Ce qui est important, c'est de savoir ce que nous constatons tous, c'est que la population vit de plus en plus souvent en zone urbaine, et vous voyez les courbes qui se sont croisées autour de l'année 2007, et maintenant c'est la population urbaine qui est dominante et qui va continuer à croître, alors que la population rurale décroît. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, il y a une urbanisation de la population sans pour autant déruralisation complète. Il y a encore, à cause de la poussée démographique, beaucoup de gens qui vivent en zone rurale. Et je continue, je ne sais pas si c'est bien lisible pour vous, la répartition des naissances mondiales en 2010 par continent. Vous voyez que l'Asie domine encore, mais c'est provisoire. L'Afrique s'accroît considérablement,
je viens de quitter le président Alassane Ouattara, qui faisait une conférence à laquelle j'ai assisté à l'Académie des sciences d'outre-mer, dont je fais également partie, mon cher Eric. Bon, et c'est le temps des académies, tu sais, il y a un âge pour tout, ça viendra, je m'y emploierai si tu veux, mais tu verras que c'est pas folichon, c'est pas formidable. Enfin là, c'était agréable et j'ai entendu un chef d'État, il y avait deux chefs d'État, il y avait Blaise Compaoré qui était là également, il y avait quelques anciens ministres français qui voulaient se faire voir aussi, ou se rappeler au bon souvenir de la foule, ou être candidat pour la prochaine fois. Enfin, toujours est-il que l'Afrique, c'est le continent qui monte. Une discussion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, à laquelle participait Alain Juppé, et qui n'était pas réputé pour être particulièrement ouvert sur l'Afrique, sur ces problèmes-là. Le restant du monde l'intéressait peut-être davantage, mais Alain Juppé s'était fait reprendre par un entrepreneur français que je ne nommerai pas, mais qui est facile à reconnaître dans les pays tropicaux, et qui, ils sont deux en général, ou trois, mais qui lui a dit « Monsieur le Premier ministre, l'avenir, c'est l'Afrique. » Et moi, je pense que l'avenir, c'est vraiment l'Afrique. 2 milliards en 2013, c'est-à-dire en ce moment. Nous sommes 7,5 milliards sur la Terre. En 2050, nous serons près de 8 milliards. Et il y aura un quart de cette population mondiale qui sera en Afrique. Et regardez, en 2100, 10 à 11 milliards, et il y aura plus d'un tiers de la population mondiale qui sera en Afrique. On ne sait pas comment on va gérer la poussée démographique en Afrique, parce que faire des gosses, c'est une chose. Il y a des jeunes d'Afrique titrés « Les Africains font trop d'enfants ». Les enfants, ça fait des adolescents. Les adolescents, des demandeurs d'emploi, bientôt. Et on ne sait pas comment l'Afrique va s'en sortir. Mais l'Afrique est le continent le plus jeune au monde. Il faut le savoir. L'Asie, ça vieillit. La Chine, c'est vieux. La Chine, avec son enfant unique, va avoir d'énormes problèmes d'ici quelques temps. Bon. Continuons. Il faut que vous soyez également, si vous voulez vous intéresser à la santé du monde, persuadés qu'il y a des pays économiquement développés, ils sont en vert sur cette image, et des pays économiquement émergents. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire qu'ils sont entre les pays développés et les pays les plus pauvres que voici. Les pays les moins avancés, et vous voyez qu'ils sont concentrés actuellement sur l'Afrique. Donc, dans les choix que vous ferez à la chaîne de l'espoir, Kaboul c'est bien, l'Afrique c'est mieux. Et l'initiative des pays pauvres très endettés concerne ces pays. Je n'insiste pas davantage, mais je vous montre aussi les pays qui émergent, qu'on appelle les BRICS, comme vous le savez, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, le S de BRICS. Et ça, c'est très important. Et il marque un petit ralentissement actuellement qui inquiète un peu les financiers dans le monde, mais pas tous. Je voudrais revenir sur un aspect que vous avez évoqué ici il y a quelque temps, qui m'a très intéressé. Comme je ne savais pas comment ça se passait, je suis venu assister à la prestation de mon prédécesseur. J'ai été enchanté, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai été un tout petit peu frustré sur quelques précisions qui me paraissaient manquer. Je m'intéresse à l'immigration depuis 1960, à mon retour d'Afrique, et on pourrait dresser cette carte qui était valable jusqu'à ces toutes dernières années. Vous voyez que pour l'Europe, ça venait d'un peu partout, mais ce n'est pas ça qui est le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est peut-être celle-ci, car la plupart de nos migrants, ceux qui étaient avec les malades du sida, qui étaient particuliers, mais les travailleurs migrants, c'était ma patientèle à la Pitié-Salpêtrière. Ils venaient d'où? Ils venaient de ce carré que je connais bien, entre Célibabi, Yélimané, Caille et Bakel, et le long du fleuve Sénégal,
tout couleur, saracolé surtout, Bambara accessoirement, et les Wolofs et les Diola de Dakar et de Ziguinchor dans le sud de la Guinée, du Sénégal. Bon, tout ça, c'était très classique. J'ai demandé à un spécialiste de la migration d'écrire le chapitre que j'avais écrit précédemment dans ce livre auquel Éric faisait allusion tout à l'heure, et il m'a fait une carte sur laquelle il a oublié, qui est très intéressante, qui est très au point, mais il a oublié ce que j'ai ajouté à la main sous forme de ces ronds. Vous voyez, je voudrais qu'on s'y arrête un instant. Le drame de l'immigration, c'est le drame des détroits. C'est dans les détroits que ça se joue. J'ai géré à la Croix-Rouge le drame de Sangatte. Vous voyez, tout à fait au nord, il y a même un point qui permet de le montrer. Voilà, Sangatte. Sangatte, c'était quand Mme Aubry et M. Chevènement demandaient à la Croix-Rouge, à son président que j'étais, d'ouvrir Sangatte. C'était pour mettre à l'abri 200 migrants qui traînaient dans les rues de Calais et dont les Calaisiens, je crois, je ne sais pas si on les appelle comme ça, en avaient assez. Bon, ils entraient un peu dans les maisons pour se réchauffer, il faut dire, de temps en temps, ils ouvraient les portes, les fenêtres, ils s'asseyaient sur le divan. Enfin bref, c'était sympathique, sauf pour le propriétaire. 200, vous allez prendre 200 personnes, vous allez les héberger, il y a un hangar, on va les héberger, on vous donnera l'argent nécessaire pour les nourrir 3 fois par jour. 200, 3 fois par jour, ça fait 600 repas. Quand le ministre de l'Intérieur suivant m'a demandé de l'accompagner à Sangatte, alors que les prédécesseurs s'y étaient refusés, et nous en étions à l'accueil de 2000 personnes par jour. 2000 personnes par jour, ça fait 6000 repas à distribuer, c'est plus du tout la même chose, et c'était devenu très difficile à gérer. Il y avait même une imbécile de journaliste qui s'était infiltrée parmi les bénévoles de la Croix-Rouge, qui s'était fait donner un emploi rémunéré et qui avait fait un livre scandaleux, rempli de mensonges, qui s'appelle « Bienvenue en France », enfin un torchon que je ne vous conseille pas de rechercher. Mais vous voyez les détroits, Sangatte. Un autre détroit, le détroit entre les deux Turquies. Et ce dont on ne parlait pas, l'île de Lampedusa. Il y a longtemps, très longtemps, il y a plusieurs années, il y a 20 ans, que c'est connu, Lampedusa et les drames de la Méditerranée. On n'en parlait pas. Il y a eu, je crois qu'il y a une image qui le montre tout à l'heure, on y reviendra, il y a eu 20 000 morts en Méditerranée, c'est une estimation, sur 20 ans. Rien que parmi les naufragés. Et puis, il y a également, ah non, ça c'est pas ça que je voulais montrer, c'est ça, le détroit de Gibraltar. Et il y a la côte entre l'Italie, l'Adriatique et l'Albanie, c'est le même trafic. Tout ça est en mouvement. Et c'est un mouvement universel contre lequel on ne peut rien. D'abord, il y a 2 choses à retenir pour la migration. Premièrement, les gens heureux ne migrent pas. Il ne faut pas être bien là où on est pour chercher à quitter l'endroit où on se trouve hébergé. Et deuxièmement, la migration, il n'y a pas de solution miracle, c'est un problème difficile et douloureux. Ce sont les 2 phrases que j'ai assénées pendant des années, parce que c'est vrai, il n'y a pas de solution miracle. Et tous ceux, associatifs ou pas, politiques ou non, qui prétendent trouver une solution, se trompent, et surtout trompent les autres. Alors, passons maintenant à ce qui va suivre. Mais là, je voudrais m'arrêter une seconde et vous demander si on était à l'école primaire, je voudrais prenez vos cahiers et dessinez avec moi un rond. Ça marche ça, Joseph? Oui. Pas mal. Un rond, qui est la planète. La planète, elle était autrefois, quand j'ai commencé, divisée en Est et Ouest. Bon, on était d'une génération où tout se passait, il y avait l'Est et l'Ouest. Et maintenant c'est fini, après on nous a dit, non, c'est pas comme ça, c'est Nord-Sud. Alors je tire un trait et je vous rappelle que ça s'appelle l'équateur. Je note pas parce que vous le savez ça. Je tire 2 autres traits
Et là, je ne me permettrai pas de vous demander où est le tropique du Cancer et où est le tropique du Capricorne, mais je vais vous le redire, parce que vous le savez aussi, il vaut mieux le répéter. Le tropique du Cancer, il est là. Le tropique du Capricorne, il est là. Et l'équateur, c'est au milieu. L'Arctique et l'Antarctique. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que la pathologie des pays développés que je vous ai projetée tout à l'heure, elle se situe ici. Elle se tient dans une petite calotte qui représente moins du quart du globe. Et tout le reste, ce sont les pays en développement avec une pathologie sur laquelle nous allons revenir dans un instant. Mais ce qui est important, c'est aussi de rappeler que, en dehors de cette répartition qui concerne les 3/4 sud du globe, il faut que vous ayez en mémoire que si je retrace l'équateur ici, classiquement, au nord, au-dessus de l'équateur, il y avait une dominante qui était celle des maladies qu'on appelle non transmissibles, c'est-à-dire essentiellement les maladies cardiovasculaires, les maladies prolifératives, le cancer, les maladies dégénératives, l'arthrose, et puis les maladies de la surcharge surtout. Vous êtes tous, nous sommes tous des diabétiques, des hypercholestérolémiques, des quoi encore en puissance. Et nous entrons dans le milliard, non pardon, j'exagère, le demi-milliard, enfin tout de même ça compte, d'obèses au monde. Un demi-milliard de trop gros au monde. Eric, tu peux me regarder, nous échappons provisoirement à ce mal, on va s'efforcer de tenir le cap, mais quand je pense que vous prenez l'ascenseur pour monter, c'est bien quand il marche, que vous le prenez pour descendre, c'est mal, parce que vous devriez, d'abord, il peut tomber en panne pendant qu'on descend, c'est un risque que vous encourez, mais il serait mieux de prendre l'escalier. Il serait mieux dans le métro de refuser le siège qu'on ne vous offre jamais, mais se tenir debout est beaucoup plus intéressant que de se tenir assis. Est-ce que vous pensez au nombre d'heures que vous passez assis? Et allongé, c'est pas trop mal, il faut récupérer, mais on passe beaucoup trop d'heures assis. Donc j'approuve celles et ceux, plus rares, qui descendent fumer une cigarette en se tenant debout, parce que je trouve que c'est une façon de se détendre et de lutter contre l'obésité. L'obésité est un mal important contre lequel il faut faire quelque chose. Alors, il y a ces maladies non transmissibles, qui étaient dans le nord dominantes. Il y avait des accidents de la voie publique, il y avait, que sais-je, tout ce qui est cancer, dégénérescence, l'arthrose, tous ces gens qui ont mal au dos et qui veulent des médicaments et qui ont mal au dos parce qu'ils ne se remettent pas assez, la plupart du temps, tout ça, c'était la pathologie du Nord. Et la pathologie transmissible au Nord, elle était faite des maladies infectieuses, bien sûr, bactériennes, parasitaires, virales, presque rien. On avait maîtrisé tout ça, du moins le croyait-on. Ça jusqu'en 1980. Et il y a un livre qui est paru en 1980, préfacé par Jean Bernard, avec un article de Bourget, un journaliste médical à l'époque, qui s'appelait, dont le titre était « Plus de victoires en 40 ans, plus de progrès en 40 ans qu'en 40 siècles ». Et c'était vrai, de 1940 à 1980, ça a été la pénicilline, les streptomycines, etc. Enfin, on a vaincu les maladies transmissibles, on les a maîtrisées. Mais en 1980, que se passe-t-il? Pas grand-chose vers la fin de l'année. Mais enfin, quand même, on voit que quelques homosexuels de San Francisco, de Philadelphie, ont une pneumonie bizarre, qu'Eric rappelait tout à l'heure, la pneumocystose, et on découvre alors
l'émergence d'un nouveau virus, le virus du sida. En plein triomphalisme médical, on découvre que nos pays que l'on croyait protégés par le Javel, par les antibiotiques, par l'élévation surtout du niveau de vie, qui a été le principal facteur de maîtrise des maladies infectieuses, on pensait qu'on avait dominé la situation. Eh bien, non. Et ont suivi d'autres virus. Rappelez-vous, dans la presse, les ravages du virus Ebola. On pourrait s'y arrêter tout à l'heure, le virus de Lassa, la fièvre de Lassa, bref, il y a eu des paniques entretenues par les journalistes. Tout récemment encore, je lisais dans 2 journaux, un journal très bien qui est Le Parisien, que vous lisez quotidiennement, et un journal encore mieux, que vous ne lisez pas, La Croix, qui rapportait que le coronavirus, un virus nouveau en forme de couronne, le coronavirus, on en était ce qui allait créer une panique en France. Et si Mme Bachelot était encore ministre de la Santé, ça n'aurait pas manqué. Mais ce coronavirus, il en était à son 3e cas. En fait, il y en avait 2 cas confirmés. Un qui l'avait tué, le premier, et le second qui en était sorti. Et le 3e cas, il était annoncé un 3e cas probable de coronavirus. Et le lendemain matin, sans aucune gêne, un des journalistes dit le cas de suspect de coronavirus ne l'est pas, les examens sont négatifs. Bon. Donc on est là, on part trop vite, beaucoup trop vite, et on peut créer la panique, et certains s'y emploient très bien. Alors si je dis ça, c'est parce que sous l'équateur, c'était l'inverse. Il y avait des maladies transmissibles très importantes, et il y avait des maladies non transmissibles pas très importantes. Pourquoi elles n'étaient pas très importantes? Parce qu'on ne prenait pas la peine de les rechercher. Qui cherchait le cancer? Qui cherchait l'hypertension artérielle en Afrique dans les années 60? Moi, je me souviens qu'on me disait qu'il n'y a pas d'hypertension artérielle chez les Africains quand j'ai commencé. Ah bon? Mais pourtant, il y a des infarctus du myocarde, il y a des accidents vasculaires cérébraux, il y a des accidents de toutes sortes. Il y a une hypertension artérielle importante chez les Africains, très importante. Et chez les Antillais aussi, ça existe largement. On ne cherchait pas, et les gens mouraient très vite. La mortalité a été réduite progressivement et réduite très fortement en Afrique, plus vite qu'ailleurs. Mais voilà, c'était l'opposition un peu manichéenne sur laquelle on basait la description des maladies à droite à gauche. Or, maintenant, vous ne m'avez pas donné quelque chose pour effacer, donc je vais prendre ceci et passer à une autre feuille de papier. Je me suis les dépenses que je provoque au niveau de la chaîne de l'espoir. Mais il y a quelque chose pour mettre une obole dedans, on l'a sorti, pour payer le papier. Qu'est-ce que vous avez à retenir ce soir? Je crois qu'il y a une seule chose à retenir, c'est l'équation que je vais dessiner maintenant. C'est pas la peine de faire trop de baratin. Qu'est-ce que c'est? La santé dans le monde, c'est une équation. Voilà. En dessous, il y a au début, il y a le numérateur. Je mets grand T pour faire scientifique. Et même pour vous compliquer la tâche, je vais mettre entre parenthèses, je vais m'en expliquer, vous me prenez tout de suite, petit b plus petit p plus petit v. Fermez la parenthèse. Plus un g. Plus NT. Maladie transmissible. Maladie non transmissible. Et entre les deux, la transition doit tenir compte aussi d'une maladie qui appartenait aux maladies non transmissibles parce qu'elle n'est pas infectieuse, mais qui est transmissible par voie génétique. Les maladies génétiques, dont la drépanocytose, la thalassémie, par exemple, se situent là. Et le dénominateur commun de toutes ces affections, quelles qu'elles soient, que ce soit les accidents de voiture, que ce soit les addictions, c'est la pauvreté. La pauvreté, c'est le début de ma préface du livre que je finirai bien par montrer, la pauvreté première des maladies.
partout dans le monde, c'est la pauvreté. Bon, je peux m'arrêter là si vous voulez, on peut passer aux questions, mais si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vais continuer en regardant nos images. Eric, tu serais gentil de m'arrêter quand il le faudra, parce que... Oui, je suis là pour ça. C'est... Je suis là pour ça. Oui, mais pas que pour ça, parce que tu m'as présenté quand même. Mais j'en suis à combien? Il me reste combien de minutes? J'ai le temps. Encore presque une demi-heure. Si presque une demi-heure, mais pauvre, je vous plains. Alors, on passe. Ah non, pardon, je reviens. On peut s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il y avait autrefois? Et les infectiologues qui se croyaient de grands maîtres, vous savez, j'ai subi quelques infectiologues de l'hôpital Claude Bernard, où mon prestige a été réduit à néant quand j'ai dit dans une commission à l'un d'eux, Claude Bernard, monsieur, comme Carthage sera rasé. Ça, c'est pas bon, parce qu'il tenait à la maintien de ce lazaret attardé qui était Claude Bernard, hôpital au début hors les murs, puisque dans les maladies infectieuses, il fallait jeter les malades en dehors de la concentration, et jamais on n'aurait fait venir un malade suspect de virus Ebola à l'hôpital du Val-de-Grâce, par exemple. Ce que j'ai vu dans un concours militaire, le gars avait cru bien faire de mettre le suspect d'Ebola décelé à Roissy, dans l'hôpital militaire le plus prestigieux, en plein centre de Paris. Non, il devait s'arrêter aux frontières, et quand, au Moyen-Âge, on interdisait aux lépreux de passer là où passaient tous les gens, on avait raison. Il fallait mettre de côté, il fallait rejeter ceux qui étaient contagieux. La peste, c'est mieux, puisqu'on se servait même, vous le savez, des cordes pestiférées pour les balancer avec des catapultes sur l'assaillant, ce qui quand même pouvait créer quelques contaminations. En fait, on ne savait pas encore que les puces jouaient un rôle important et le rôle des rats, tout ça n'était pas très connu. On l'a su un peu avant certains écrivains, mais quand même, avant Camus, on l'a su, mais ça a duré. Bon, il y avait les maladies quarantenaires. Qu'est-ce que c'est, les maladies quarantenaires? Les maladies quarantenaires, ce sont ces maladies qui, théoriquement, n'existent plus. Ou peu. Le choléra, si. Et le choléra, le dernier exemple le plus douloureux, vous le savez, c'est le choléra en Haïti. Il n'existait pas en Haïti. Moi, j'ai vécu en Haïti un certain temps, il n'y avait pas de choléra, on le listait pas dans l'ensemble des maladies de l'île. C'est le corps expéditionnaire, si je puis dire, de l'Organisation des Nations Unies, qui a amené par les soldats qui venaient d'Asie, du Proche-Orient et d'ailleurs, le viburion colérique. Et il est installé définitivement, parce que toutes les conditions sont réunies en Haïti pour qu'il foisonne, qu'il reste là et qu'il soit solidement accroché. La peste. Il y a des spécialistes de la peste qui ont attendu, prédit le retour de la peste. Non, la peste, c'est plus une maladie quarantenaire importante. La peste est maîtrisée. La peste, il y a quelques foyers dans le monde. Et la peste est très sensible, le bacille pesteux est très sensible à la pénicilline. Donc, c'est pas, n'en faisons pas un drame. La fièvre jaune. Vous êtes vacciné contre la fièvre jaune, Eric? Oui? Non? Mon Dieu, c'est pire que ce que je croyais. Bon, donc, bien, écoutez, moi, la vaccination, j'ai suivi au moins 3 ou 4 fois la vaccination contre la fièvre jaune, parce que c'est valable tous les 10 ans. Voilà un bon vaccin. Voilà un vaccin qu'on n'a pas besoin de répéter tous les ans et qui perd son pouvoir immunitaire en 6 mois, comme l'éminent vaccin de la grippe. C'est ça. Le vaccin de la fièvre jaune est un vaccin remarquable qui n'aurait pas, dit-on, son AMM actuellement, car on ne sait pas du tout comment ça marche. En tout cas, ça marche si bien que l'Organisation mondiale de la santé, je m'assois quand même un peu parce que l'Organisation mondiale de la santé dit finalement la vaccination tous les 10 ans, c'est pas indispensable. Une vaccination, elle pourrait être valable pour toute la vie.
Et on continue à vacciner, et on continue à exiger. Elle ne prend pas une décision officielle supprimant la vaccination à répétition. Et cet après-midi, j'ai vu un spécialiste de la vaccination. Je lui ai dit, ce qui m'ennuie, c'est qu'il faut que j'aille me faire refaire mon vaccin contre la fièvre jaune, j'ai pas le temps. Non, ne le faites surtout pas. À partir d'un certain âge, c'est plus la peine. C'est plus la peine parce qu'il peut même arriver quelques troubles cérébraux. Alors, je ne tiens pas pour une fièvre jaune qui n'existe pas. Ça marche encore à peu près. J'aime autant rester comme ça et courir le risque d'une agression à Marie. La fièvre jaune. Le typhus exanthématique, oui, ça c'est une maladie qu'on a vue au retour des déportés. Les déportés étaient atteints de typhus exanthématique et il y a eu toute une campagne avec le DDT et ces pauvres déportés étaient pulvérisés de DDT à leur retour avant d'être rendus à leur famille, à leur milieu, et c'était justifié. La fièvre récurrente à Pou, ça n'en parle pas, et la variole. Alors ça, c'est le grand triomphe de l'Organisation mondiale de la santé. Il n'y a plus de variole dans le monde. Faut-il pour autant supprimer le chapitre variole dans un livre de médecine tropicale? En dépit des pressions qui se sont exercées sur moi, j'ai dit non, parce que on ne sait jamais. Il y a du vaccin, du virus de la variole qui est thésaurisé dans des centres hyper protégés, mais la guerre virologique qu'on couvre sous le terme de guerre bactériologique en général, mais cette guerre-là est possible. Et sur des populations qui ne seraient plus du tout immunisées, ça peut poser des problèmes. Mais heureusement que la vaccination contre la variole n'est plus obligatoire, car arrivant en Haïti en 1963, je présente mon carnet de vaccination à l'officier de santé publique de Porto Rico, qui était américain, et je m'aperçois que je ne suis plus, que ma vaccination n'est plus valable. Je me suis fait vraiment remettre à ma place de médecin. Je n'aurais dû jamais me présenter sans une vaccination à jour, mais il m'a vacciné d'autorité. J'ai été malade pendant 15 jours avec des adénopathies. La vaccination contre la variole, c'était quelque chose de dur. Voilà pour les maladies quarantenaires. Je passe à l'image suivante qui vous montre quelques données de la tuberculose. Parmi les maladies transmissibles, il y a les bactérioses, petit b. Cette bactériose peut être illustrée par l'une d'elles, la tuberculose. La tuberculose, c'est une maladie que j'ai connue tuant le patient ou l'obligeant à de longs traitements, un isolement. On l'envoyait à Saint-Hilaire-du-Douvet, dans les Alpes. Les médecins étaient regroupés, les étudiants aussi. C'était vraiment la maladie grave et maladie qui donnait lieu à rejet. On n'épousait pas une femme, une fille qui était tuberculeuse. Ça se faisait plus, il fallait quitter tout cela. La tuberculose aujourd'hui est vaincue, mais il y a des formes multirésistantes de tuberculose qui sont extrêmement graves et qui vont poser de graves problèmes. Il y a un nouveau médicament qui vient d'être proposé, il coûte très cher et ce n'est pas encore pour tout le monde demain. Une maladie que vous connaissez moins, mais qui fait partie de la même famille, cousine germaine de la tuberculose, c'est l'ulcère de Buruli, qui est dû à Mycobacterium ulcerans et qui peut entraîner des ulcères phagédéniques très importants que les chirurgiens tentent de maîtriser. Je passe sur ces images qui n'ont pas d'intérêt particulier. Et sur la diphtérie, c'est encore une maladie bactérienne, mais qui rend malade par sa toxine. C'est donc une vaccination très particulière. La diphtérie, elle est ignorée maintenant dans nos régions. Mais autrefois, c'était dramatique, la diphtérie, aboutissant au groupe, tuant les enfants en série. Et c'était la terreur des familles que de voir une tuberculose laryngée s'installer et tuer les enfants. Bon. Il y a eu la vaccination qui est tout à fait remarquable, et vous voyez que,
pardon, vous voyez que la diphtérie est cantonnée plutôt en URSS et à l'est, et puis dans cette région, qui est celle que vous connaissez un peu, je crois, en Inde, un peu partout, mais pas à l'ouest, de sorte que la couverture vaccinale n'a plus été ce qu'elle était, et que maintenant nous courons des risques de reprise de diphtérie un peu partout dans le monde. L'hépatite A, je ne fais que la citer, l'hépatite B aussi, mais je voudrais m'arrêter sur la poliomyélite. La poliomyélite était un combat annoncé par l'Organisation mondiale de la santé qui disait il faut éradiquer la poliomyélite du monde. Moi j'ai vu en France, quand j'étais interne, en province, j'ai vu les derniers cas de poliomyélite. Et chez des gens qui n'avaient pas été vaccinés. Et cette poliomyélite, actuellement, avait presque disparu, sauf dans cette région, le Nigeria, et dans cette région que vous connaissez mieux, en Inde et au Pakistan. Et c'est la position hostile de terroristes débiles qui tuent les agents qui se livrent à la vaccination contre la poliomyélite, qui est responsable de cette reprise en partie de la poliomyélite. Et actuellement, il y a 2 poussées épidémiques de poliomyélite, l'une en Somalie, et l'autre en Syrie. Et cette épidémie en Syrie est importante et elle sévit des 2 côtés de la guerre, du côté des 2 belligérants qui sont atteints, qui sont frappés par cette épidémie de poliomyélite. Je passe sur d'autres affections. La rage est une virose, petit v, est une virose qu'il ne faut pas négliger, car il y a des pays où elle est dangereuse et on peut la rencontrer assez facilement. Attention à la rage, et ça doit faire partie des recommandations à délivrer aux différents voyageurs. La fièvre de la vallée du Rif, je ne vous en parlerai pas non plus de celle-ci. Alors, le chikungunya, ça c'est relativement nouveau. Et ma carte n'est pas au point, parce qu'on peut trouver du chikungunya aux Antilles, et cette carte, elle a tendance à s'élargir de plus en plus, avec d'une part le vol du vecteur, qui se promène un peu partout, et d'autre part avec les voyageurs qui eux aussi se promènent. L'un et l'autre peuvent transmettre le virus de la dengue. Et la dengue, c'est quelque chose... Enfin, le doyen de la faculté de médecine de la Pitié-Salpêtrière, qui était un neurologue très célèbre, est allé passer des vacances à l'île Maurice et à La Réunion. Et il est revenu, ça fait la joie de toute une série d'étudiants en médecine de la Pitié-Salpêtrière, il est revenu avec une dengue. Alors, le doyen à la dengue, c'est resté en mémoire, c'était un grand doyen qui était au-dessus de tout soupçon, hein, c'était pas n'importe qui. Et la dengue sur un neurologue, c'est encore plus spectaculaire que sur un autre. Pour la dengue, ça veut dire on est raide, complètement raide. Il était déjà pas très souple dans les discussions. Le chikungunya et la dengue sont 2 maladies proches qui se rencontrent de plus en plus chez les voyageurs. Alors, le dernier virus sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est peut-être un peu plus longuement, c'est le sida. Le sida dans le monde, c'est en gros 30 millions de morts dans les 30 ans qui viennent de s'écouler. Bien sûr, c'est une estimation, mais c'est assez proche. Et j'ai rappelé en dessous ce que je vous disais tout à l'heure, 20 000 morts en Méditerranée en 20 ans, sans virus, sans rien, mais avec des embarcations que vous avez vues. Ah, des tableaux épouvantables, mais rassurez-vous, on ne va pas s'y arrêter éternellement. C'est la grippe. Je ne peux pas faire autrement que de vous parler de la grippe. J'arrive en Centrafrique un jour,
je vois le pédiatre, le seul, à Bangui, qui me dit, il fait visiter son service de réanimation, il n'y avait pas un seul malade intubé, pas un seul malade ayant une tubulure dans les veines, enfin bref, un service de réanimation surprenant. Ils meurent tous, presque tous, je ne peux rien faire, je n'ai pas de médicaments. Mais, me dit-il, c'était en 2010, j'ai du vaccin contre la grippe. Mais qu'est-ce que vous voulez faire du vaccin contre la grippe? Vous avez des grippés? Non, je n'ai pas de grippé, j'en ai pas besoin, mais on me l'a donné. C'est l'OMS qui me l'a donné, et monsieur, c'est votre gouvernement qui l'a donné à l'OMS. Ah, alors c'était le vaccin de Madame Bachelot. Vous vous souvenez, 94 millions de doses achetées, alors qu'on savait dès le mois de juillet que c'était inutile d'en acheter 94 millions, que 14 millions auraient suffi pour vacciner les personnes à risque, et qu'on aurait fait une économie considérable, puisqu'elle a quand même fait dépenser à la France entière, et on l'a récompensée en la nommant ministre des Solidarités. C'est pas enregistré, ça. Ministre des Solidarités, après, mais elle a fait dépenser 1,5 milliard. Les enquêtes de l'Assemblée nationale ont dit 750 millions d'euros pour les vaccinations, pour l'achat des vaccins. Mais en fait, avec toute la logistique qu'il a fallu mobiliser pour tenter de vacciner la France entière, parce qu'on lui avait dit que c'était impossible, et l'entourage des ministres est difficile à contrôler. Ils sont parfois plus terribles que les ministres eux-mêmes, ce qui fut le cas à sa décharge. Ça restera. Et 94 millions de doses de vaccins contre la grippe. La grippe, en Centrafrique, ce n'était pas la priorité. J'arrive au Togo, la même chose. On a du vaccin contre la grippe. Enfin, c'est incroyable. On pourrait peut-être proposer autre chose. Non, il y a du vaccin contre la grippe. Et en 2005, du temps où M. Bertrand était ministre de la Santé, il y avait déjà eu une alerte à la grippe aviaire. Et on avait acheté beaucoup de masques et beaucoup de vaccins. Et on ne s'en était pas servi, on avait un schéma de guerre qui était un schéma contre la grippe aviaire. Et comme souvent dans les états-majors français, on s'est servi à l'alerte de 2009 du schéma de guerre de 2005. Madame Bachelot a calqué sur le schéma de guerre de Bertrand. Je ne sais plus son prénom, c'est pour ça que je dis Xavier Bertrand. C'est plus gentil, c'est plus élégant. Et quand on a cassé le parking, là, sous vos yeux, indifférents, on a cassé le parking, qu'est-ce qu'on a trouvé tout au fond? Des cartons et des cartons. Que contenaient les cartons? On a trouvé les masques qui avaient été engrangés là parce qu'on ne savait pas où les mettre. Quand je suis arrivé à Montpellier dans une dépendance de la Croix-Rouge, bien équipée là-bas, je me suis dit, qu'est-ce que c'est tous ces cartons qui sont sous le préau là? On m'a dit, ce sont des masques. On parle toujours du vaccin, mais il y a eu les masques, puis il y a eu le Tamiflu, puis il y a eu les solutions alcooliques dont s'enivraient les jeunes enfants qui trouvaient la bouteille et qu'on trouvait un peu bizarre, mais ils buvaient la solution alcoolique. Enfin bref, un schéma qui a été une tragique comédie et qui nous a ridiculisés dans d'autres pays que le nôtre. Enfin, pas suffisamment dans le nôtre, puisque maintenant tout est rentré dans l'ordre et qu'on a recasé la principale responsable à la télévision française avec un taux de réussite pas tout à fait négligeable. Voilà, toutes les séries, toutes les grippes. Et quand en 2009, pardon, j'ai accompagné Jacques Chirac à Cotonou pour la déclaration de Cotonou. La déclaration de Cotonou, c'était la mobilisation des responsables contre le fléau moderne des faux médicaments. Eh bien, nous rentrons à Paris, c'était le 12 octobre à Cotonou. Nous rentrons le 13 octobre au matin. Pas rasé, pas douché. Je me rends directement à l'Académie de médecine où était programmée la séance concernant la grippe, avec le directeur général de la santé. Et là,
on a entendu des choses extraordinaires, alors qu'il se passait ce que j'avais vu, moi, sur le terrain. La France entière était grippée, et les médecins généralistes avaient l'interdiction de vacciner, de procéder aux vaccinations. Alors il fallait en faire 94. Oui. À quel délire on peut arriver quand on ne maîtrise pas sa matière et qu'on ne veut pas entendre un phénomène important qui n'est pas seulement la peur du risque, c'est la raison. Bien raisonner, il fallait bien raisonner, et ça n'a pas été le cas. Bon, la grippe, est-ce qu'elle est? On vous promet à nouveau la grippe pour cet hiver. Elle sera certainement là. Elle est là tous les hivers. Elle tuera certainement quelques gens qui étaient prêts à mourir, et qui avaient toutes les conditions pour mourir. Mais est-ce pour autant, a-t-on le droit d'en faire une priorité de santé publique? Le vaccin contre la grippe, même si ça ne plaît pas à tout le monde, est un mauvais vaccin. C'est parfois la seule arme chez les personnes à risque, et il faut conseiller, dans ce cas, la vaccination chez elles. Je suis pour 14 millions de vaccinés en France, mais attention, le vaccin en lui-même est un mauvais vaccin parce qu'il perd son immunité, je l'ai évoqué tout à l'heure déjà, en 6 mois, il est presque plus bon à rien, et que de toute façon, il faut le refaire chaque année avec un mélange. Il y a une partie commune qui reste tout le temps, mais la sauce, il faut la retriturer chaque année. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir un peu sur la nécessité d'une vaccination répétée chaque année et sur la recherche nécessaire pour un vaccin un peu plus stable, qui pourrait protéger pendant 2 ans, 3 ans, etc. Je passe à l'image suivante, puisque la grippe ne vous intéresse pas, je comprends bien, vous l'aurez donc, mais vous n'en mourrez pas. Par contre, si vous ne prenez aucune précaution, vous pourrez mourir du paludisme. On peut mourir encore du paludisme. Et même si le journal Le Monde, que j'évoquais tout à l'heure, signale qu'on va avoir beaucoup de moyens pour lutter contre le paludisme, ce dont on ne peut que se réjouir, ça ne suffira pas. Il faut que les gens soient vigilants. On n'en est plus à la chimio-prophylaxie pour tous les voyageurs qui partent. Moi, quand je pars, je vous l'avoue, à condition que vous ne le répétiez pas trop, parce que ce serait peut-être mal jugé, je ne prends rien. Mais je fais très attention, je ne fais pas la chasse aux moustiques, mais je prends un secte-écran, je me pulvérise, je fais attention, les moustiques qui transmettent le paludisme piquent le soir, et au cours des dîners mondains au-dessous des tropiques, c'est à ce moment-là que c'est dangereux. C'est pas en plein midi, mais c'est le soir, il faut se protéger, il faut protéger les enfants par les moustiquaires, et les moustiquaires imprégnés d'insecticides, ça a été une révolution, que ça plaise à tout le monde ou à quelques-uns seulement. C'est vraiment une méthode à défendre. Le paludisme, c'est 1 million de morts encore dans le monde, chaque année. Bon, on dirait c'est un tout petit peu moins que le sida, 1,3 million, et que la tuberculose, 1,3 million aussi de morts. Mais ce sont les 3 maladies qui, réunies, ont été ciblées par le Fonds mondial. Vous savez qu'on a créé le Fonds mondial de lutte contre ces 3 maladies, et que la France est le 2e contributeur mondial en donnant 380 millions d'euros par an. Ce n'est pas rien non plus. Chaque année, pour lutter contre la tuberculose, contre la malaria ou paludisme, et contre le sida. Et si on a mis les autres, c'est parce qu'on ne voulait pas donner l'argent au sida seul. Il y avait des gens qui disaient que c'était pas bien de ne s'occuper que du sida et qu'il fallait s'occuper des autres maladies, ce qui est vrai, ce qui est mieux, qui dilue un peu les moyens, mais enfin maintenant, puisqu'on les multiplie, c'est bien. Je vous montre cette image pour vous dire que les fléaux d'hier, c'était quand même une réalité. J'ai vu des éléphantiasis des jambes, vraiment la patte d'éléphant dans la filariose lymphatique, et des éléphantiasis du scrotum que les médecins militaires de la période coloniale prenaient plaisir à opérer avec succès et à rendre les hommes qui en étaient atteints fonctionnels dans leur
débat sexuel. Enfin, l'éléphantiasis du scrotum, c'était opérable, et l'éléphantiasis des membres inférieurs l'était aussi, mais beaucoup plus difficilement, et très difficilement même à ce stade. Ça fait partie, avec les maladies quarantenaires que je vous ai montré tout à l'heure, des maladies, des fléaux d'autrefois. Alors, je voudrais aussi insister sur l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau est indispensable. Et l'eau saine, c'est une garantie de maîtrise des fléaux d'aujourd'hui. Toutes les maladies diarrhéiques peuvent être maîtrisées si vous avez une eau saine à disposition et en quantité suffisante. Regardez, l'alimentation en eau, 63% en Asie, mais en Afrique, seulement 28% de la population a une alimentation en eau convenable, et 7% en Amérique latine et aux Caraïbes. Et l'alimentation en 2%, non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il faut inverser complètement. Et ici, à l'assainissement, c'est la même chose. L'assainissement qui manque à la population totale non desservie, 2,4 milliards, 80% se situe en Asie, comme 63% de population totale non desservie en eau. Population non desservie en ressources en eau et en système d'assainissement toujours. Je vous laisse lire ces deux disques, ils parlent d'eux-mêmes. Vous voyez qu'en Afrique, pour le disque A, les ressources en eau, ça augmente un peu. Un mot pour quitter ces maladies transmissibles, c'est l'importance de la chaîne du froid. C'est très très important que les médicaments, les vaccins soient protégés et voyagent pour ceux qui sont sensibles au froid avec une chaîne de froid rigoureuse et ne soient pas détruits par un séjour prolongé dans un hangar surchauffé. Alors, nous avons terminé avec les maladies transmissibles. Je passe aux maladies non transmissibles. Les maladies non transmissibles, nous sommes en pleine transition actuellement. Et les nouveaux fléaux dans les pays pauvres, ce sont toutes ces affections qui sont à droite de l'écran, les maladies cardiovasculaires, ça vous fait plaisir, le cancer, les maladies respiratoires chroniques, les diabètes. Et le diabète est une maladie qui tend à s'étendre, enfin qui s'étend considérablement partout, dans nos régions, mais plus rapidement encore dans les pays sous-développés. La nourriture est très riche en glucides, le riz de base, le mil et toutes les sucreries qu'on envoie, et même le sucre en pain, et même les tamasheks, ceux qui assassinent et ceux qui veulent une indépendance qu'ils n'auront probablement pas, ils mangent beaucoup de sucre. Beaucoup de sucre. Et tant qu'ils mangent du sucre sous la forme de figues achetées dans le sud tunisien, véhiculées par les caravanes, ça va, mais quand ils mangent du sucre en pain à la place d'autre chose, et du riz blanc, vous savez, des maladies qui ont disparu, comme le beriberi, réapparaissent. Il n'y a plus de vitamines du tout absorbées. Donc c'est cette transition qui est face à nous, la diminution des maladies transmissibles d'ordre viral, d'ordre bactérien, d'ordre parasitaire, et on aurait dû mettre une case pour les mycoses qui sont de plus en plus fréquentes. Je disais à Eric tout à l'heure, avec toutes les interventions chirurgicales lourdes, il y a une apparition de mycoses de plus en plus fréquentes. Et de l'autre côté, toutes ces affections. Je passe à l'image suivante pour vous montrer les principales causes de décès dans le monde. Vous voyez que les cardiopathies ischémiques, que les accidents vasculaires cérébraux, ça c'est ce que je redoute. Je crois que ça ira encore pour ce soir, mais c'est tout de même terrible parce que ça arrive de plus en plus fréquemment et tu n'es pas encore d'âge à craindre l'accident vasculaire cérébral, mais encore que ça peut arriver à n'importe quel âge. C'est pas, je ne veux pas te paniquer, mais moi, c'est ce qui m'ennuie le plus, parce que c'est inquiétant. Bon,
Infection des voies respiratoires inférieures, je vous laisse lire, le diabète sucré, les accidents de la route et la prématurité. Donc j'en ai assez de ces disques. Une image sur les diabétiques. Actuellement, 15 millions de personnes sont atteintes de diabète dans le monde et on prévoit qu'il y en aura près de 30 millions dans quelques années en 2030. En 2030, il y aura 30 millions de diabétiques à coup sûr. 78% des cas de diabète non diagnostiqués se situent en zone africaine. Vous voyez les décès, et il y a environ 6 000 nouveaux enfants diagnostiqués chaque année comme diabétiques. Aucun intérêt. Un enfant, alors je continue, dans cette voie des maladies non transmissibles pour tracer quelques images, vous donner quelques chiffres à retenir, sensibiliser à ce que vous êtes déjà, c'est-à-dire la situation des enfants et la situation des femmes. La situation des enfants. Un enfant, nous dit-on, meurt de faim toutes les 6 secondes dans le monde. Faites le calcul depuis le début de cette prise de parole par Eric Chesson ce soir, et moi-même. 1,5 milliard, il y a un S en trop manifestement, d'enfants dans le monde souffrent de la violence. Je vais y revenir parce que c'est vraiment important. Les principales causes de décès chez l'enfant de moins de 5 ans, c'est l'enfant de moins de 5 ans qui est à prendre en considération. Après 5 ans, il a toutes les chances de survivre. Les Belges appelaient ça les sous 5, mais les enfants en dessous de 5 ans, c'est très important. Alors, sur cette image, on va s'arrêter un instant. L'enfant, la situation de l'enfant dans le monde, c'est l'enfant roi, unique, l'enfant chinois en général. Et c'est un mal, le plus souvent. J'y reviendrai. L'enfant soldat, le M23 du côté de Goma, a enrôlé, comme beaucoup d'autres, en Sierra Leone, ailleurs, des enfants soldats. Et après, il faut les recaser, il faut les réinsérer. C'est très difficile, ils ont assisté à des meurtres, ils ont participé, ils ont tué, ils ont dépecé, c'est terrible de se servir de l'enfant pour en faire un soldat. Mais les Marie-Louise de Napoléon étaient à peine plus âgés, et les enfants soldats d'Hitler, pardonnez-moi ce rapprochement, il n'irait pas plus loin, étaient aussi les derniers mobilisés des enfants soldats quelque part. L'enfant sorcier, c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont tués parce qu'ils sont considérés comme sorciers. En République démocratique du Congo, par exemple, en particulier, il y a une mise à mort d'enfants qui portent malheur à la famille. S'il y a du sida dans la famille, c'est à cause de ce gosse qui est désigné par un charlatan et qui est chassé de la famille, qui devient un enfant des rues, ou bien qui est un enfant mis à mort. L'enfant esclave du travail, vous le savez, c'est un vrai problème dans le monde entier. Les t-shirts que vous portez sont des produits d'enfants esclaves du travail, probablement. Les enfants esclaves sexuels, je n'insiste pas, mais c'est tout un chapitre qui est loin d'être maîtrisé. Les enfants du sida. Alors les enfants du sida, ce sont des enfants qui sont soit des enfants ayant encore des parents atteints de sida, mais privés de moyens considérables, privés de travail souvent, et qui vivent dans une situation de grande précarité. Ou bien ce sont des enfants qui sont sans parents, parce que leurs parents sont morts du sida. Ou ce sont des enfants qui sont simplement abandonnés à partir du moment où on sait qu'un des 2 parents est atteint du sida. La cohorte des enfants du sida est marquée avant tout par le groupe des enfants orphelins du sida. Et il y a en dernière part l'enfant sacrifié. L'enfant sacrifié, ce sont des enfants. Il y a eu récemment un scandale au Sénégal, un pays qui n'est pas très reculé, développé quand même, un minimum. Les albinos disparaissaient.
les enfants albinos disparaissaient. Et ils étaient sacrifiés. Alors, c'est aperçu. Donc, là, c'est l'acte sacrificiel. C'est ça, le sort des enfants, quand on a la malchance de ne pas naître au-dessus du tropique du Cancer, dont je vous rappelle qu'il est dans l'hémisphère nord. Oui, celle-là, je vous la montre uniquement pour vous montrer maintenant le rôle des femmes. Le poids qui pèse sur les femmes dans les pays pauvres. Regardez, 72% des corvées de collecte d'eau sont assurées par les femmes. Et si vous ajoutez aux femmes les petites filles, ça fait plus de 80%, les filles 9%, les garçons simplement quand ils sont petits 5%. Et c'est sur le chemin de l'eau que les filles se font parfois violer et contractent le sida. Enfin, il y a eu toute une diatribe là-dessus. Et les hommes, simplement 14%. Il faut chercher un peu d'eau de temps en temps, quoi. Peut-être des hommes célibataires. Non, alors, ça marche plus ici. Un des objectifs du millénaire, vous savez qu'il y a des objectifs du millénaire pour le développement, ça a été la réduction de 75% de la mortalité maternelle avant 2015. On y est presque. Et pratiquement, ça n'a pas réellement commencé. Celle-ci, cette mortalité maternelle, est en Europe entre 2 morts pour 100 000 naissances, 2 décès pour 100 000 naissances, c'est la Suède. Et 10 pour 100 000 naissances, c'est la France. C'est pas brillant, mais c'est mieux que dans les pays en voie de développement, où vous le voyez, il faut multiplier ces chiffres par 100. Il y a donc un vrai problème. Chaque année, 500 000 femmes meurent en donnant ou en tentant de donner la vie. Elles meurent parce qu'elles sont enceintes. Et dans le monde développé, 84... Alors ça fait rire, la discussion actuelle et les manifestations auxquelles on assiste. 99% des accouchements sont des accouchements aidés, avec des médecins, avec des sages-femmes, avec... Enfin, bref, il y a du monde autour de la parturiente. Mais dans les pays en voie de développement, à faible revenu, c'est moins de 34% qui sont aidés. Et alors quand on dit des accouchements à domicile, la polémique qui enfle actuellement pour le retour à l'accouchement à domicile, non, l'accouchement sous contrôle, ça a été un avantage considérable. Pourquoi meurt-on beaucoup dans ces pays? Parce que le diagnostic de gravité n'est pas fait à temps, parce que le transport n'est pas assuré, parce qu'il n'y a pas de véhicule, parce qu'il n'y a pas d'essence, parce que c'est trop loin, parce que c'est trop tard. Bref, on meurt par hémorragie le plus souvent, et sans qu'il y ait un geste utile qui soit possible. Presque tous les décès, vous voyez, surviennent à l'accouchement et par hémorragie. La mortalité des femmes enceintes séropositives, cette fois, vis-à-vis du virus du sida, est 22 fois plus élevée que celle des séronégatives. La moitié des enfants contaminés à la naissance par le VIH ne dépasseront pas les 2 années. Et l'autre moitié ira grossir, cette cohorte que j'évoquais il y a un instant. Alors, ceci, c'est lourd, ça arrive en fin d'exposé, mais écoutez, il faut quand même s'y arrêter. Jacques Milliès, qui était chef de service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Saint-Antoine, a fait une présentation à l'Académie de médecine qui était tout à fait passionnante, il y a quelques mois déjà, d'où j'ai tiré ces chiffres. 20 millions d'avortements non médicalisés. 2 millions pour sélection de sexe, c'est-à-dire au détriment des femmes, des filles. On tue en Inde et en Chine, et ensuite il y a ce trafic de filles là où les hommes n'ont plus trouvé de femmes. Et des lapidations pour adultère, des crimes d'honneur pour défaut de virginité, des feux de Sari pour se débarrasser d'une femme et percevoir une nouvelle dot avec la nouvelle femme, 250 000 stérilisations féminines non consenties en Amérique du Sud, 120 millions de femmes victimes de mutilations génitales. Je crois qu'il y a ici des gens qui connaissent parfaitement cette question, des femmes exclues, qui vivent en reclus, qui sont victimes des conséquences de fistules survenues
au décours de leur accouchement pendant un fistule obstétricale depuis leur accouchement, et c'est absolument tragique. Et il y a des méthodes maintenant, il y a des gens qui s'emploient à leur rendre une vie plus intégrée. Des milliers de morts féminines par violence conjugale et des femmes violées au cours d'opérations militaires, la loi de la guerre, c'est-à-dire que c'est une spécialité qui actuellement fleurit beaucoup, en Afrique notamment, mais pas seulement en Afrique, un peu partout, et il y a eu d'autres exemples en d'autres temps. Les mutilations sexuelles, je projette cette image que pour ceux qui ne connaissent pas ce drame, mais plus de 125 millions de femmes vivant en Afrique et au Moyen-Orient ont été victimes de mutilations génitales. Elles reculent cependant dans plusieurs pays du monde. L'excision est encore massivement pratiquée dans ces pays. Et en France, depuis 1980, il y aurait eu 60 000 victimes de petites filles parmi les migrantes de l'Hexagone. On pourrait s'y étendre, développer, mais je n'avais pas le temps. Alors je voudrais m'achever progressivement vers le terme de mon exposé avec les accidents de la voie publique. Parce que quand on a proposé en 1978 à l'OMS comme la solution pour les pays pauvres, pour avoir une santé accessible, la déclaration d'Alma-Ata, qui privilégiait les soins de santé élémentaires, primaires, au détriment des soins de santé secondaires et tertiaires, eh bien jamais les soins de santé primaires maîtrisés n'ont permis de secourir raisonnablement un accident d'un camion sur une piste de latérite portant 120 victimes ou 120 personnes et tout un matériel. Bon, c'est une rigolade. Et les séismes, je veux dire, pendant que j'étais à la Croix-Rouge, j'ai surtout été victime des séismes. Je me suis promené un peu partout, en Algérie, en Colombie, en Iran, avec des séismes. C'est pas beau un séisme. Ça, c'est un séisme en Haïti, l'un des derniers grands séismes. J'ai connu Haïti quand même. Et si vous voyez des images du Cap haïtien, en contraste avec aujourd'hui ce qu'est devenu Port-au-Prince, c'est vraiment à pleurer. Les traumatismes de la voie publique, cette photo aurait dû être passée avant, dans les pays en voie de développement, ça c'est au Vietnam. C'est concernant, c'est un problème croissant, il y a de plus en plus de circulation, vous le savez, il y a de plus en plus de drames ici et là. Bon, ça c'est les salles où on met les traumatisés de la voie publique, vous connaissez peut-être cet hôpital et cette affaire. La drogue, nous n'avons pratiquement pas parlé de la drogue, mais regardez la consommation de cannabis dans le monde, 147 millions, amphétamine, 16%, l'ecstasy, la cocaïne, l'héroïne, les autres opiacés. 185 millions de consommateurs estimés. Moi, je suis pour le cannabis thérapeutique, je vous le dis, clandestinement. Je ne l'ai pas pratiqué directement, mais je l'ai recommandé à mes malades qui mouraient au début de sida, dans les 10 premières années, où j'ai perdu 2000 malades, et avant l'arrivée des antirétroviraux, un peu de cannabis, ça adoucit les choses. Et je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas sensibles à la douleur, à l'angoisse des autres, et des malades en particulier. Alors, je crois que Chanel Potté est dans la salle, elle pourrait lever la main si elle n'est pas là-bas, et ce qui m'a donné ces images de la prison de Lomé. Chanel mène une campagne pour l'amélioration du sort des prisonniers dans les prisons africaines. Tu as fait allusion à mon rapport en 1996, je crois, puisque la grande réforme de la pénitentiaire, c'est 18 janvier 1994. Tu vois, ça fonctionne encore. C'est pas mal. Et 2 ans plus tard, le garde des Sceaux m'avait demandé de faire un bilan dans les prisons, de l'amélioration
de l'accès à la santé. Eh bien, vous voyez les images tristes des prisons en Afrique. Je dis, Ouara, il ne faut pas vous faire arrêter en Afrique si vous y retournez, parce que vraiment, j'aurais du mal à vous en sortir, d'autant que vous avez un certain poids. Et ces pauvres jeunes qui sont là, parqués comme ça, sur l'image suivante, écoutez, pardonnez-moi de faire cette comparaison. Et Chanel, vous le comprendrez bien. Moi, ce qui m'a frappé, j'ai fait relier récemment une thèse sur les bateaux négriers, cet autre fléau lointain, le transport des esclaves d'Afrique aux Antilles. Eh bien, les gens étaient parqués exactement comme ces jeunes le sont dans la prison de Lomé, capitale d'un petit pays qui est une république. Donc, il faut faire quelque chose. Et Chanel plaide pour trouver de quoi faire une bibliothèque pour ces prisonniers qui n'ont rien à faire, qui sont des enlevés, pas de 4 ans, mais peut-être pour plus dans ces prisons où il y a une surpopulation effrayante. Et je terminerai par les faux médicaments. Il faut que je vous dise 3 mots sur les faux médicaments. L'appel de Beyrouth par les pharmaciens francophones en 2007. L'appel de Cotonou par Jacques Chirac à Cotonou avec la complicité de tous ses copains chefs d'État voisins qui ont signé l'appel de Cotonou, appelant par un plaidoyer politique les responsables, les décideurs à prendre position contre les faux médicaments. Parce que non seulement on n'a pas accès aux bons médicaments, mais on a accès aux faux médicaments, qui sont moins chers et qu'on peut donc se procurer pour essayer de tenter de sauver son patient. Et il y a eu un colloque à Ouagadougou en 2010, et là, il y a quelque chose d'important. Les médecins doivent être au courant. C'est la convention Médicrime qui est proposée par l'Europe et qui tente d'obtenir des signatures de tous les pays européens qui sont autour de l'Europe, du Conseil de l'Europe, plus large que Bruxelles, Strasbourg, et qui, d'autre part, est ouverte à des pays qui ne font pas partie de l'Europe. Et moi, je me suis beaucoup engagé auprès de la Guinée pour qu'elle se porte candidate. Elle s'est portée candidate, c'est le seul pays africain qui est candidat à signer la convention Médicrime qui interdit le trafic et la production des faux médicaments. 80% des médicaments en circulation en République centrafricaine sont, semble-t-il, surtout en ce moment, de faux médicaments. 80% des médicaments. On estime que 60% le sont dans l'Afrique. On pense, l'OMS dit 30% dans ces pays, entre 30 et 60%. Et le chiffre, le pourcentage à retenir pour l'ensemble du monde, c'est 10% de faux médicaments au moins. Qu'est-ce que c'est ces faux médicaments? Ce sont des médicaments fabriqués en Chine ou en Inde ou dans les pays voisins qui sont envoyés par des trafiquants qui sont des tueurs potentiels. En Colombie, par exemple, ils peuvent que transiter en Europe. On ne peut pas les arraisonner puisqu'ils ne sont pas destinés à l'Europe. Et de Colombie, ils repartent sur l'Afrique, qui est le continent idéal, puisque c'est le continent le plus pauvre et c'est le plus grand consommateur des médicaments à bas prix. On trouve de tout, des médicaments qui sont surdosés, qui tuent. Il y a des médicaments qui sont sous-dosés, qui tuent aussi, puisqu'ils ne sont pas efficaces. Des médicaments qui sont avec des ingrédients toxiques. Je n'ai pas le temps de vous énumérer ce qui a été proposé dans les sirops, autour des comprimés. C'est monstrueux. Ce qui se passe actuellement, c'est monstrueux. Si vous voulez réussir dans la vie, il faut vous lancer dans le commerce des faux médicaments. Car actuellement, c'est le plus rentable pour le moindre risque. C'est quand même intéressant. Et jusqu'à ce que la convention Médicrime soit légalisée par tous les assemblées nationales des pays qui l'auront signée, ben vous avez encore du temps devant vous pour faire de l'argent, et beaucoup d'argent. Donc voilà ce que je voulais vous dire schématiquement. Je voudrais vous rappeler que la situation dans le monde s'est quelque peu améliorée au point de vue sanitaire, mais qu'elle est rattrapée par la poussée démographique, qu'elle est rattrapée aussi par l'indifférence générale que la crise économique mondiale et durable vient d'inscrire, que les États donateurs donnent beaucoup moins,
et vont donner encore beaucoup moins pendant les années qui viennent, que notre présent est douteux et que notre futur est résolument incertain, et que par conséquent nous n'arriverons pas à convaincre facilement l'opinion publique française qu'il faut être plus généreuse. Elle l'est, mais on ne l'instruit pas suffisamment. Et le fait d'avoir choisi les politiques, le multilatéralisme, c'est-à-dire de donner l'argent dans les grandes organisations internationales, sans garder un pouvoir de contrôle de l'utilisation de cet argent, d'utilisation, est absolument catastrophique. Le bilatéralisme, qui avait des couleurs, des relents d'un fumet de colonialisme, a été torpillé par des décideurs. Mais les Américains qui ont prôné cette activité-là, le multilatéralisme, par Gavi, par le Fonds mondial, par un tas de choses, par United, les Américains reviennent dessus. Et le PEPFAR refleurit, c'est le machin de Bush, le petit, enfin le dernier, et nous avons une coopération sanitaire qui était extrêmement appréciée et qui est maintenant invisible, illisible. Et le mot coopération est devenu un mot obscène. Il ne faut plus l'employer. C'est un gros mot. Il faut parler de collaboration, comme si c'était un beau mot, pour le développement. Alors on a des ministres qui n'existent plus, il n'y a plus de ministre de la coopération, il y a des ministres qui sont un peu spéciaux, qui sont plus écolos que ministres du développement. Enfin bref, je ne vais pas faire le procès, et vous allez me faire des reproches après, d'une part que c'est trop long, ce qui est vrai, et d'autre part que je ne sais pas comment terminer, mais je sais comment terminer. Je sais comment terminer. Je termine en vous remerciant parce que vous m'avez écouté relativement, que vous allez retenir quelques données banales et quelques données qui le sont moins, et que vous allez retenir la citation dont j'ai beaucoup abusé, et je vais encore abuser ce soir, et qui est non pas d'Albert Schweitzer, mais de l'autre Albert, et qui est facile à retenir, mais il faut bien l'avoir en tête. Le monde n'est pas difficile à vivre à cause de ceux qui font le mal, et tous ces malfaisants, tous ces trafiquants, tous ces gens épouvantables qui font de l'argent sur la misère des autres. Le monde n'est pas difficile à vivre à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent, virgule, ou pas de virgule, et laissent faire. Einstein. Ça résume. Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui me l'a reprise, enfin, elle n'est pas de moi, elle est d'Einstein, mais elle n'est pas très connue, mais elle l'a repris, et puis Thuram l'a repris aussi avant de battre sa femme. Je vous remercie de votre attention. Marc, merci infiniment de ce topo qui, quelque part, nous assomme et nous met devant une réalité qui vraiment nous fait frémir. Et face à ça, je voudrais te poser une question, elle n'est pas du tout humoristique, mais tu as montré, tes 3 ou 4 premières diapositives ont bien situé le problème. C'est-à-dire que tout ceci n'est pas gérable si on ne raisonne pas avec les données démographiques, les flux migratoires, les données économiques et les données politiques. Donc, pour arriver à s'atteler à cette immensité de ces problèmes de santé, on ne peut imaginer qu'un organisme transversal, supranational, supracontinental, qui puisse impulser, qui puisse... et donc, toi, par ta vie, par ta présidence de la Croix-Rouge, tu as été souvent à l'OMS, parce qu'on est obligé d'évoquer l'OMS, qui est le seul... C'est l'organisme qui nous vient aussitôt à... Est-ce que tu penses que l'OMS a une action ? Et si elle n'est pas à la hauteur, est-ce qu'elle est modifiable? Est-ce qu'on peut agir sur cette gouvernance de cet organisme, je dirais, supranational,
Parce tout ce que tu as évoqué, c'est tellement énorme qu'il faut avoir une espèce d'outil permettant de gérer ça. Tu as tout à fait raison, et je crois que la question que tu aurais pu me poser, c'était plus simple. Bon, mais après, qu'est-ce que vous proposez? Rien? Si. Mais tu me parles de l'Organisation mondiale de la santé. Elle devrait être le phare sanitaire de l'humanité. Qu'est-ce que de l'OMS? L'OMS, il marche mon micro? L'OMS est une organisation politique. Je rappelle souvent l'épisode dont j'ai été victime. En 1983, le gouvernement français m'envoie dans la délégation à Genève, à l'Assemblée générale. Je siège à côté d'un garçon très sympathique qui parlait couramment le français et qui était du Cambodge, un Cambodgien. Je sympathise, je monte à la tribune pour faire le petit exposé de moins de 5 minutes qui était permis à chaque nation, et je viens me rasseoir auprès de lui, il me dit « Bravo, c'est formidable ce que vous avez dit, etc. » Et il monte à la tribune à son tour, et ce garçon qui était très gentil, très sympathique, très doux, fait un discours d'une violence extraordinaire. Il vient se rasseoir près de moi, je dis « Mais je suis un peu surpris. » Et il me dit « Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai des ordres. Je représente le Kampuchea. » En 1983, la chute de Phnom Penh, c'est 1975. En 1983, le représentant du Cambodge à Genève, à l'Organisation mondiale de la santé, le génocide était parfaitement connu, était toujours le représentant des Khmers rouges. C'est incroyable, parce que c'est une organisation politique, on ne touche pas, on fait, etc. Et pour l'élection de la directrice générale, ma chère amie, Madame Margaret Chan, pas Thatcher, et Margaret Chan, c'est un poids important à respecter. Elle venait de Chine, elle venait avec le SRAS, elle venait avec la maîtrise du SRAS, cette infection du collet pulmonaire. Bon. Et on ne peut pas faire sans la Chine. Et c'est vrai que quand j'ai été chef de service, j'ai mis dans le couloir, près de mon bureau, une carte qui a retenu l'attention de M. François Mitterrand, qui me rendait visite, non pas pour moi, mais gentiment quand même, il était venu me voir, pour un parent qui était hospitalisé dans mon service. Et cette carte, je l'avais dressée, c'est la carte de la rue de la Boétie, de l'Institut de cartographie, en la faisant monter, centrée sur l'Inde, pas centrée sur l'Europe et l'Afrique, avec l'Amérique d'un côté et l'Asie de l'autre. Non, centrée, l'Asie, c'est actuellement plus de 65% du monde. Et actuellement, l'Inde, la Chine réunies sont deux puissances massives. Et bon, la Chine va prendre le dessus économiquement sur l'Amérique, c'est écrit, ça ne va rien changer au demeurant, mais il faut en tenir compte. Et ça tient, c'est très important, ça pèse politiquement dans les décisions, même pour les choix sanitaires. Et au niveau du G8, au niveau du G20, ça pèse aussi tout ça. Alors, il faut titiller le phare sanitaire. Il faut lui envoyer des flashs qui l'aveuglent un peu, et il faut se battre. Quand ils ont lancé, je le disais, Almata en 1978, j'ai fait un article dans Le Monde dont je n'ai pas mesuré l'impact. Et quand je suis arrivé à Genève pour voir les Français qui avaient été rassemblés pour ma visite, ça avait été annoncé gentiment, bon, eh bien il y avait tous les représentants avaient une copie de l'article du Monde qui était très virulent contre l'OMS. Il disait que l'Almata c'était de la rigolade et que on donnait pas, fallait pas donner l'os du gigot uniquement aux populations pauvres et garder la viande pour soi, que c'était pas juste et que c'est pas comme ça qu'on arriverait à maîtriser. Parce qu'ils ont très mal pris les choses. Et Margaret Chan, pour la grippe, elle s'est lourdement trompée, elle a trompé le monde entier, elle a fait dépenser de l'argent considérablement à tous les pays, même les plus pauvres, avec sa
sa panique et sa vue cataclysmique de la grippe mondialisée. L'OMS actuellement a péché par excès dans la grippe. Elle n'a pas eu de peau parce qu'il n'y en a pas eu. Elle a péché par défaut dans le sida. Au début, l'OMS a nié, il y a eu un déni de l'Organisation mondiale de la santé sur l'importance du sida. Les chefs d'États africains ont été trompés par l'Organisation mondiale de la santé et n'ont pris position que tard. Voilà ce que je pense de l'OMS, c'est un machin, comme disait l'autre, et c'est un machin qu'il faut utiliser en le réformant ardemment. Il faudrait qu'il y ait, si tu veux, quoi que tu penses, en bien ou en mal, de Bernard Kouchner, directeur général de l'OMS, ça aurait été autre chose. Et il faudrait qu'on ait qu'un mandat non renouvelable pour ne pas être tenté d'apaiser son électeur.